Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur cette nouvelle séquence du séminaire général du CERCRID, ce 17 janvier 2025. C'est la première de l'année, le programme, ici. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Raphaël Encinas de Mounagori, qui est professeur de droit privé à Nantes Université, rattaché à l'UMR droit et changement social, ici, donc qui aujourd'hui va nous parler de... c'est déjà déroulé derrière, qui va nous présenter un travail qu'il réalise actuellement, un lourd travail, avec notre collègue Edoardo Fittipaldi, professeur italien, un travail de traduction notamment sur l'œuvre de Léon, je recherchais le nom dans mon programme, parce que je ne veux pas écorcher le nom. Voilà, de Léon Petraschewski, ici. Donc c'est un travail de traduction dont Raphaël va nous parler ici ensemble. Et donc il a intitulé à la conférence « Penser le droit » avec Léon Petraschewski, ici. Donc je ne vais pas garder la parole plus longtemps, simplement pour rappeler que cette conférence, elle est filmée. Donc on a des collègues et des doctorants ou des étudiants qui sont ici présents, mais aussi des personnes qui sont à distance. La conférence est aussi enregistrée et donc sera diffusée prochainement. Ça met toujours quelques petites semaines, le temps que ce soit préparé. Ce sera donc mis sur la chaîne YouTube du CERCRID. Voilà, donc merci à tous pour votre présence. Je laisse la parole au professeur Encinas de Mounagori, et puis après il y aura un temps d'échange ensemble. Merci. Merci beaucoup, cher Étienne, cher directeur du CERCRID. Je suis très très heureux d'être ici aujourd'hui pour vous parler de cet auteur, et en particulier au CERCRID, parce que j'ai des liens particuliers avec le CERCRID depuis longtemps. On a des affinités avec certains de ses membres, avec l'histoire du laboratoire, et donc je crois que c'est la première fois que je parle, d'ailleurs officiellement, dans le cadre du séminaire général, donc je suis vraiment très heureux de le faire, et très heureux de le faire aussi sur, je dirais, un sujet qui, j'allais dire, qui m'est personnel, ou en tout cas pour lequel j'ai un lien particulier. Alors, effectivement, penser le droit avec Léon Petraschewski, c'est le thème que j'ai voulu proposer, et je crois qu'il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais débuter. D'abord, qui sont des éléments d'introduction. Et donc, le premier, c'est que finalement, la pensée de Léon Petraschewski, c'est à la fois des choses connues, que nous connaissons en tant que juristes, voire des choses banales, et d'ailleurs vous allez peut-être entendre des choses que vous avez déjà entendues, que vous avez déjà eu l'impression de connaître par le vocabulaire, par certaines idées, et à la fois c'est un sentiment aussi d'inconfort, de décalage, qui nous fait réfléchir et qui est un peu perturbant. Donc c'est une pensée qui est à la fois très cohérente, qui est toujours très construite, mais qui est aussi dérangeante, difficile. C'est un penseur aussi qu'on peut considérer comme anticonformiste, et donc qui rompt avec des habitudes traditionnelles, des modes de pensée traditionnels. Alors pour nous, c'est une difficulté, mais c'est aussi un pari. Et je dirais, un des enjeux ici de la présentation devant vous, outre de ne pas ennuyer l'auditoire, ce qui est toujours difficile, toujours un pari, c'est bien sûr de faire sentir à la fois cette difficulté, mais pas comme quelque chose de rebutant, mais comme quelque chose de stimulant, vers lequel on aurait envie d'aller. Alors je dois dire que parmi les difficultés aussi, pour aborder la pensée de Léon Petraschewski, il y a des difficultés linguistiques. Pourquoi ? Parce que Petraschewski est d'origine polonaise, et c'est sa langue maternelle, mais a publié dans 3 langues différentes, principalement l'allemand, si on les prend chronologiquement, le russe et le polonais. Je ne parle ni le polonais, ni le russe, ni l'allemand. Donc, forcément, mon accès direct est extrêmement limité, comme beaucoup d'autres. Certains parlent l'allemand, moins souvent le russe et moins souvent encore peut-être le polonais. Et donc, je ne peux pas avoir, comme je le voudrais peut-être aujourd'hui, être érudit, avoir un accès peut-être de spécialiste sur cette question, ce qui limite ma compréhension.
je suis condamné à une érudition un peu de seconde main en lisant d'autres pour l'instant. Et il y a quelque chose de particulier dans aussi l'œuvre de Petraszewski, c'est qu'il a énormément écrit et un certain nombre de ses manuscrits ont été perdus. Et donc, même s'il y a une sorte de catalogue raisonné qu'a essayé de faire ses amis, ses élèves, dans une association Léon Petraszewski, ça représente plus de 40 volumes environ. Ce qu'il a écrit a été classé dans 58 rubriques, allant de la logique à la philosophie, la psychologie, l'histoire, le droit romain, etc. Donc c'est vraiment impressionnant. Et il y a des choses qui ont été malheureusement perdues, mais des choses qui sont connues. Alors, la rencontre providentielle que j'ai faite pour pouvoir, lorsque je me suis intéressé à Petraszewski, c'est la rencontre avec Edoardo Fittipaldi, ici présent dans la salle, parce que c'est par lui, quand j'ai vu que je m'intéressais à cet auteur, je me suis dit, comment je vais faire? Et puis, je me suis un peu lancé. Donc après le caractère déroutant, c'est l'engouement que j'ai eu, l'espèce de passion que j'ai eue pour cet auteur, mais avec ses limites, et j'ai trouvé dans la personne d'Edoardo quelqu'un avec qui, non seulement qui pouvait me guider, qui lui parle ou lit le russe, le polonais, et qui aussi connaît en finesse l'œuvre de Petraszewski, puisque c'est considéré comme un des spécialistes mondiaux de Petraszewski. Je crois même qu'il a reçu la médaille, une médaille de l'association Petraszewski, donc il connaît très finement cette œuvre-là, et on a eu une entente pour finalement partir dans un projet un peu, qu'a évoqué Étienne, qui était un petit peu, peut-être un peu fou, ou un peu vraiment difficile ou audacieux. Alors comment je suis venu déjà à cet engouement, avant de vous parler de ce projet? Eh bien, comme souvent, on lit des choses, et puis on voit des choses rapidement, des petites notes de bas de page. Parfois, d'ailleurs, les étudiants les voient dans des cours, ou quand on fait sa thèse, ou quand on travaille sur un point particulier. Et puis, finalement, on dit « Ah, ça, c'est intéressant, j'y reviendrai. Ah, puis ça revient. » Vous le voyez l'année suivante, puis vous dites « Ah, mais tiens, ça, c'est quelqu'un qui pense un peu comme moi. » Par exemple, il s'intéresse au pluralisme juridique. Moi, j'ai une fibre pluraliste. Alors, on le voit citer ça et là, et toujours sur des choses qui vous parlent. Et puis à un moment, on se dit, je vais aller peut-être plus clairement voir ce qu'il en est. C'est là où j'ai vu que j'avais des problèmes, bien sûr, d'accès aux langues dans lesquelles il a écrit, mais aussi, je me suis rendu compte qu'il avait été très peu traduit dans des langues latines ou même en langue anglaise, puisqu'il y a une traduction de certains de ses extraits dans un ouvrage de 1955, qui est intitulé sous le titre Law and Morality. Et puis j'ai découvert un peu par hasard, je dois dire, un travail en français, mais à partir d'une traduction, sous la forme d'une thèse qui a été soutenue à Paris 2 par Madame Belska-Serpent. Et donc cette thèse reprend des éléments de l'œuvre majeure de Petraszewski. C'est un travail très méritoire, mais sur lequel on ne peut pas se fier complètement sur certains aspects, ne serait-ce que parce que c'est la traduction déjà d'une traduction. Alors finalement, cet ouvrage sur lequel Eduardo m'a dit « mais il faut absolument qu'on fasse quelque chose en français », c'est son ouvrage qu'il considère lui-même comme son ouvrage majeur, La théorie du droit et de l'État en lien avec la théorie morale. Et d'ailleurs, en travaillant tous les deux, on s'est rendu compte, en allant sur l'original, que théorie du droit était marquée en gros, et de l'État en plus petit, en lien avec la théorie morale en caractère moyen. Donc tout ça, ce n'était pas innocent. Et donc, ce sont des petites choses, effectivement, peut-être de spécialisme, mais dans lesquelles je finis par être plus intéressé. Et finalement, on est parti sur un projet de version intégrale de cet ouvrage majeur de théorie du droit, de la pensée juridique, dont on dit, dont la plupart des personnes qui l'ont lu disent que c'est un génie, que c'est une œuvre majeure. Donc je me suis dit, j'ai jamais fait de traduction, c'est un projet dans lequel je ne suis pas vraiment autonome, vous l'avez compris, mais bon, j'y vais, j'essaye, j'ai plus rien peut-être à prouver dans la vie universitaire, académique, dans les échelons. Donc je vais me lancer dans cette aventure, qui est une vraie aventure, avec la chance d'avoir quelqu'un de très compétent.
dans la personne d'Eduardo, je le redis. On a déposé en petites tranches, on a commencé à déposer en petites tranches le travail qui est un travail de chantier de cet ouvrage sur la plateforme Nakala, plateforme numérique. Et donc on va rester d'ailleurs plusieurs jours à Saint-Étienne, qui est une ville très agréable, pour poursuivre ce travail et essayer d'avancer et déposer des éléments de ce travail. Alors, la fascination pour le personnage, cet engouement, je l'ai eu parce que finalement, à force de lire ou d'avoir des petits éléments sur sa vie, sur son œuvre, je considère aujourd'hui Petraszewski comme mon grand-père spirituel, comme la personne que j'ai jamais rencontrée, que j'aurais aimé rencontrer dans ma carrière. Alors j'ai rencontré bien sûr mon directeur de thèse, des professeurs qui sont devenus des amis, mais jamais cette espèce de figure, je dirais, qui me fascine, qui m'attire, et j'ai eu un processus d'identification avec lui. Et c'est pour ça que j'en viens au subterfuge. Le subterfuge, donc le troisième point de mon introduction, c'est que je me suis dit comment j'allais leur parler de Petraszewski dans ce contexte. Alors, vous allez comprendre maintenant qu'avec ce processus d'identification, mais je vais faire comme si Petraszewski était mort et revenait sur Terre. Et donc je vais faire comme si j'étais Petraszewski, ce qui est très immodeste. Et donc, ça a deux avantages. Le premier avantage, c'est bien sûr de parler de lui-même, puisque je vais parler à la première personne. Le deuxième avantage, qui est un peu plus caché, c'est que ça m'évite d'avoir une distance critique à l'égard de Petraszewski. Et comme je n'ai pas assez réfléchi ou je n'ai pas assez lu de choses, je n'ai peut-être pas la distance critique. Et donc, je l'aurai d'autant moins que, effectivement, je suis censé être derrière lui. Mais je pense, ou j'espère, que dans quelques minutes, le défaut sera compensé par vos propres questions, puisque vous n'avez pas ce point de vue. Je peux parler longtemps, mais je crois que, grosso modo, les habitudes de la maison, c'est de parler, on n'a pas, c'est de parler à peu près 1 heure, non? Oui, voilà, c'est ça. Bon, parfait. Alors, quelques jalons, j'allais dire, sur mes origines polonaises, des origines polonaises à, effectivement, mon décès, pour ceux qui n'ont pas eu la curiosité de voir une petite notice. Donc, je suis né en 1867 à Vitebsk, et Vitebsk, c'est une province qui se situe dans l'actuelle Biélorussie, dont aujourd'hui, ça fait partie de l'ancienne Pologne. Aujourd'hui, ça a été annexé par la Russie au XVIIIe siècle, et actuellement, c'est l'actuelle Biélorussie. Donc, ces origines polonaises, je suis né dans une famille d'origine noble, de 4 enfants, et je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai étudié d'abord la médecine à Kiev. On prononce souvent Kiev en France, mais on devrait dire Kiev. Des études de médecine pendant 2 ans, et après j'ai fait du droit romain, et j'ai obtenu, après ces études, une bourse du gouvernement du Tsar pour aller étudier à Saint-Pétersbourg, mais cette bourse permettait de voyager, et je suis parti auprès d'un spécialiste de droit romain en Allemagne, à Berlin. Et je suis arrivé en Allemagne à l'époque de l'adoption du BGB, du Code civil allemand. Et donc, j'ai été amené parce qu'il y avait cette actualité, non seulement à faire du droit romain, mais aussi à m'intéresser aux travaux de codification du Code civil et à participer au débat, même si je n'étais pas allemand moi-même, en étant, je dirais, en ayant des débats assez... des critiques fortes du Code civil allemand, participant à ces débats. Donc j'ai une connaissance de la dogmatique, c'est pour ça que je mentionne ce point, de ce qu'est la dogmatique, de ce qu'est aussi le travail du législateur, ce qui a développé aussi chez moi après une réflexion sur la politique juridique. Après cette période, je dirais, de formation, il y a eu, comme beaucoup de personnes à l'époque, des voyages en Europe, des voyages dans certains pays, y compris un voyage en France, où j'ai suivi des cours d'Aymar Esmin, de Charles Léon-Caron, aussi de psychologues, d'Ernest Renan, l'histoire des religions. Je m'intéressais à beaucoup de choses. J'étais jeune, je découvrais aussi la vie intellectuelle européenne dans ce qui était aussi une partie de son centre. Et puis finalement, j'ai travaillé un peu, j'ai produit
régulièrement, notamment des travaux académiques sur le droit romain, mais aussi j'ai lu une thèse sur la bonne foi en droit privé, je simplifie, sur les droits au revenu du possesseur de bonne foi, avec aussi divers ouvrages qui ont été faits sur la politique juridique, sur ce qu'est la politique juridique, et je me suis intéressé aussi à cette question, à l'économie aussi. C'est pour ça que certains me considèrent aujourd'hui comme un des fondateurs de l'analyse économique du droit. Bon, je ferme la parenthèse, j'y reviendrai peut-être. Mais je ne veux pas m'attarder trop sur cette première période allemande. C'est une période où j'ai publié en allemand, où j'ai une certaine réputation d'allemand en tant qu'auteur, mais ce sont des œuvres de jeunesse, et ce n'est que lorsque je suis revenu en Russie, que j'ai été nommé à Saint-Pétersbourg en tant que professeur, avec un intitulé qui veut vous paraître baroque d'une chaire, la chaire d'encyclopédie du droit, d'histoire et de philosophie juridique. Donc, on n'a pas de chaire d'encyclopédie du droit, d'histoire, philosophie juridique, mais vous voyez, c'était très ample comme domaine. Je n'étais plus dans le droit romain, plus dans le droit privé. C'était véritablement le début aussi, ou le début d'une phase où j'ai surtout fait de la théorie du droit. Et c'est à ce moment-là où j'ai essayé de produire ma théorie du droit, et comme souvent, quand je travaille, je suis attiré par des domaines voisins, en l'occurrence la psychologie, mais ça peut être l'économie, ça peut être la logique, la philosophie. À chaque fois, je vais pas simplement lire les choses, mais je vais refondre les connaissances qui en psychologie, qui effectivement en philosophie, en logique, qui vont me permettre d'avancer. Donc c'est ça qui est aussi peut-être un défaut, mais aussi une qualité qui me fait avancer, voir d'autres domaines. Finalement, je ne mentionne qu'un ouvrage publié, ce que je considère comme mon ouvrage majeur, cette théorie du droit et de l'État en lien avec la théorie de la morale, qui condense un certain nombre de points, effectivement, qui retiennent mon attention. Et puis à la fin de cette période, où j'ai aussi une activité politique, j'ai été élu à la Douma, où j'ai aussi publié dans des revues, où j'ai publié sur des thèmes aussi d'avant-garde, comme le droit des animaux, le droit de l'environnement, le droit des femmes. Donc je suis considéré comme un progressiste, on pourrait dire, aussi un libéral. Et finalement, bon, il y a eu cette période politique qui s'est précipitée avec la révolution de 17, où on m'a proposé d'ailleurs d'avoir des responsabilités à la Cour suprême, mais où je suis reparti en Pologne, la Pologne renaissante à l'époque, et où j'ai eu la troisième partie de ma vie, après l'Allemagne, les années de jeunesse, on pourrait dire, avec l'expérience du BGB, et puis la grande tranche de théorie du droit. Et c'est à l'époque où j'ai rencontré le jeune Gurvitch, le célèbre Georges Gurvitch en France, sociologue du droit bien connu, et que j'ai formé, où j'ai travaillé sur un mémoire notamment sur Rousseau, et à qui j'ai prodigué un certain nombre de conseils. Et puis après, la Révolution est arrivée, et je suis parti de Finlande, je suis revenu en Pologne, à Varsovie, où on m'a décerné la première chaire de sociologie du pays, et où j'ai travaillé aussi avec tous les honneurs, une grande reconnaissance, y compris sur des projets d'ailleurs de réforme législative, mais sans avoir, je dirais, la vie d'avant, la belle vie que j'avais pu avoir universitaire à Saint-Pétersbourg, et sans retrouver vraiment mes marques, même si je retrouvais ma patrie. Et finalement, avec des séries de difficultés, et aussi peut-être de lassitude, j'ai mis fin à mes jours en 1931. Je ne regrette absolument pas d'avoir mis fin à mes jours, puisque là-haut, on a beaucoup de temps pour réfléchir, pour voir des choses. Alors, on n'est plus trop visible, mais je ne regrette pas du tout d'avoir mis fin à mes jours. Cela dit, mon retour ici parmi vous me permet peut-être d'essayer, après ces quelques jalons trop rapides d'une vie, de présenter trois éléments de ma pensée. Et le premier va poser peut-être un cadre où il y aura des choses connues et d'autres moins. Et ce premier cadre est intitulé « Penser la diversité des sciences juridiques ». Voilà, miracle, effectivement, des choses que je n'ai pas connues de mon temps.
Alors, les sciences juridiques, on en parle beaucoup. Quelles sont ces sciences juridiques? En tout cas, en France, de ce que j'ai pu comprendre, même si j'ai lu des choses de loin, de haut, actuellement, dans le paysage, il s'est un peu implanté cette distinction entre droit et sciences du droit. C'est quand même quelque chose qui revient très souvent, avec des simplifications peut-être excessives. Donc il y aurait d'un côté, effectivement, le droit, qui serait plutôt le droit dogmatique ou le droit des praticiens. Et puis de l'autre, il y aurait la science du droit, des gens qui prennent leur distance à partir notamment d'une conception positiviste telle qu'a pu la développer Michel Tropper. Mais ce n'est pas le seul, il y a d'autres personnes, comme par exemple Antoine Jabot, qui dans cette maison, effectivement, a écrit des choses, notamment a forgé cette expression du dogmatico-doctrinal. D'ailleurs, je salue Antoine Jabot, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui, et qui fait un tableau des différentes sciences juridiques, en distinguant peut-être la dogmatique de la doctrine, et puis en montrant qu'il y a aussi, bien sûr, la légistique, et puis il y a d'autres sciences plus satellites, ou qui sont autres, qui prennent le droit pour objet, la sociologie du droit, l'anthropologie du droit, la philosophie du droit, etc. Bon. Alors, par rapport à ce canevas, quelles sont les grandes distinctions qui sont les miennes? Tout d'abord, c'est la distinction entre des sciences pratiques et des sciences théoriques qui me semble très évidente. Les sciences pratiques, eh bien, c'est ce que font les praticiens sous ce qu'on appelle dogmatique ou une réflexion qui peut être celle de la politique juridique et qui peuvent servir, je dirais, d'un point de vue pratique, au développement du droit situé, du droit d'un État, du droit d'un système. Et il y a une différence qu'on retrouve pas assez peut-être quand on distingue droit et sciences du droit, où là, bien sûr, il y a le droit d'une part qui est défini parfois comme un droit officiel, droit d'un État, mais il y a aussi ce qu'on dit du droit ou la manière dont on le systématise. Et c'est cette partie dogmatique, cette partie doctrinale qui est différente. Et souvent, en thèse, notamment en France, c'est une tradition de savoir faire ce type de travaux de sciences dites pratiques. Les sciences théoriques, pour les présenter rapidement, eh bien, elles n'ont pas ce cadre, elles peuvent être plus vastes. Et donc, on s'interroge de manière plus vaste à ce qu'est le droit, de manière plus transversale, de manière parfois moins contextualisée. Et il y a plusieurs types de sciences théoriques. Au sens strict, il y a peut-être que la théorie générale du droit, mais au sens large, il y a des sciences qui vont s'intéresser au passé, ça va être l'histoire du droit, d'autres au présent, on va décrire, on va comparer, et puis d'autres peut-être à l'avenir, ça c'est la sorte de 6e branche peut-être du droit que j'ai élaboré par la suite. Mais il faut toujours rester sur cette grande distinction, cette grande summa divisio entre sciences pratiques, sciences théoriques, et chacun, parfois, dans sa carrière ou dans ses activités, est amené à écrire des choses qui relèvent plutôt de l'une, plutôt de l'autre. Remarquez que je parle de science lorsque je parle aussi de ce travail dogmatique. Je considère qu'il y a une activité savante, une activité scientifique, et dans ce travail que je considère important. Alors, il y a d'autres types de distinctions sur lesquelles je pourrais approfondir le type de science qui relève de ces sciences pratiques et de sciences théoriques, mais je vais tout de suite dire un mot pour ne pas m'y attarder de la manière dont je conçois ces différentes sciences. En ce qui concerne le dogmatique juridique, qui, vous voyez, est au pluriel, parce qu'il y a plusieurs dogmatiques juridiques, il y a plusieurs manières de faire de la dogmatique, il y a plusieurs aussi pays où on fait de la dogmatique. C'est ce travail de systématisation, de classement, mais aussi de contrôle, de vérification que ce qui est avancé en droit est fondé,
dirait aujourd'hui, chez nous, dans notre culture, il a peut-être une source juridique qui est fiable. Dans mon vocabulaire, effectivement, une part importante de la dogmatique, c'est de vérifier qu'il y a un fait normatif qui permet d'étayer telle ou telle affirmation. Et si c'est une science, ce n'est pas une science qui relève du vrai ou du faux, contrairement à d'autres. C'est une science qu'on pourrait dire qui relève du correct ou de l'incorrect, des choses correctes ou des incorrectes. Et certains de mes élèves ont parlé d'une science empirique qui est d'ordre sémantique, qui est une vérification au regard du langage, s'il existe ce fondement, s'il existe ce que j'appelle un fait normatif. Alors la dogmatique, je ne vais pas m'y attarder, mais j'ajoute un aspect, je veux dire moral ou de valorisation. Dans mon esprit, la dogmatique a des devoirs, ou la dogmatique a une belle idée derrière, une idée de sincérité qui est associée à une certaine culture de la légalité, qui est effectivement de faire ce travail sincèrement je dirais non seulement de systématisation, de mise en ordre, mais aussi de vérification, de contrôle critique que les propositions de droit sont fondées. En revanche, si les personnes qui font la dogmatique méconnaissent leurs devoirs, eh bien, j'estime que c'est un travail nuisible, un travail qui est un poison, qui contribue à la décomposition de la culture, y compris de la culture juridique, qui est une partie importante bien sûr, de la culture en général. Alors voilà, je ne vais pas insister plus sur la dogmatique, mais ça me permet de ne pas y revenir, et justement, ma pensée a souvent été mal comprise parce qu'on a fait des croisements entre cette dimension dogmatique, la politique juridique, le théorique, le pratique, alors que dans mon esprit, je les sépare radicalement, fortement. Alors, après la dogmatique juridique, deuxième science pratique, qui n'est pas une science pratique normative, pour le coup, qui est une science pratique téléologique, des finalités, c'est la politique juridique, la politique du droit. Et cette politique du droit, j'y réfléchis fortement, et c'est là où j'ai écrit, sans doute, où j'ai commencé à écrire dans ma jeunesse, je n'avais pas 30 ans, lorsque j'étais en Allemagne, j'ai réfléchi finalement à la manière dont, à partir d'une fin donnée, qui peut être différente, on va penser les moyens pour obtenir cette fin. Alors, il y a là, à mon avis, une connaissance très importante, et ces fins peuvent être un objectif économique, d'augmenter les richesses, de diminuer les inégalités, d'équilibrer le budget, etc., que sais-je encore. Et il y a plusieurs moyens pour y parvenir. Et l'étude de ces moyens fait, pour moi, objet d'une science, la politique du droit. Alors les finalités, elles peuvent être louables, mais elles peuvent être aussi odieuses. La discrimination, la haine raciale, etc. Malheureusement, parfois, les politiques d'apartheid ou de discrimination ont été mises en place. La réflexion sur la politique juridique, elle reste pertinente parce qu'on réfléchit sur le meilleur moyen, peut-être, de discriminer des gens. C'est quelque chose qui peut paraître odieux. Donc, la politique du droit ne préjuge pas une certaine finalité. Quand on dit cela, c'est pas pour ça qu'on n'a pas, bien sûr, soi-même sa propre position. Et ma valeur personnelle, que je passe au sommet de toutes, effectivement, les finalités, et j'ai été souvent moqué pour cela, parce que ça peut paraître idéalisé, c'est la valeur personnelle que je place au plus haut, c'est l'amour. Voilà. Donc l'amour, effectivement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça correspond à des idées de bienveillance, de générosité, d'altruisme, d'un idéal qu'on pourrait chercher à poursuivre. Peut-être que d'autres pourraient aussi placer la haine ou la division ou la fragmentation d'une société, mais si on plaçait l'amour effectivement au plus haut d'une politique du droit, ça serait même au-delà d'une politique du droit et ça conduirait à la dissolution de l'importance ou de la nécessité d'avoir
du droit ou d'avoir de la morale, parce que tout simplement, les êtres seraient bienveillants les uns par rapport aux autres, et qu'on n'aurait plus besoin de mettre, pour reprendre l'exemple d'un collègue, un feu rouge, parce que simplement, personne n'aurait pas tant la motivation de savoir si elles peuvent passer ou pas pour leur sécurité, mais plutôt savoir de s'arrêter si elles ne vont pas avoir un accident avec quelqu'un d'autre. Donc ça faciliterait beaucoup les rapports humains, mais c'est quelque chose qui est sans doute, effectivement, qui a souvent été moqué et souvent déformé, en disant qu'il y aurait derrière cette idée, une idée de droit naturel, etc. Tout type de choses qui sont inexactes. En tout cas, ce que j'ai pu écrire sur la politique du droit a été critiqué, notamment par Édouard Lambert en 1903, lorsqu'il s'est intéressé à ces questions de politique juridique. Donc voilà pour les deux sciences. On pourrait préciser, mais ce n'est pas l'objet, la dogmatique juridique, la politique du droit. Deux sciences pratiques, une normative, une autre des finalités, qui a pu prendre différentes autres formulations. Maintenant, passons aux sciences théoriques. Alors, celles au sens large, je vais commencer par aller de ce qui est simple vers ce qui est moins simple. Ce qui est souvent simple, c'est l'histoire du droit. Bon, l'histoire du droit, c'est une science théorique du passé, des phénomènes juridiques passés, qui est très ancienne. Il peut y avoir, bien sûr, une utilisation de cette histoire du droit à des fins dogmatiques ou à des fins de politique juridique, mais ce n'est pas son objet premier. L'objet premier, c'est de connaître, effectivement, ce qu'a été le droit, quels ont été les juristes, quels ont été leurs parcours, quelles ont été les idées dominantes, etc. C'est une science théorique du passé. Je n'insiste pas. On étudie les phénomènes juridiques passés et on peut les étudier pas simplement par rapport à ce qui était considéré comme du droit dans un pays donné, à une époque donnée. On n'est pas tenu par la définition du droit officiel. Ça permet de l'élargir. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si en France, il y a des raisons pour cela institutionnelles, mais que les spécialistes, parfois qui ont fait de l'histoire du droit, en sont allés du côté de la sociologie, de l'anthropologie, et ont pu avoir un espace de liberté beaucoup plus grand. Deuxième type de sciences théoriques, au sens large, c'est les sciences descriptives. Et là, il peut y avoir une ambiguïté, parce qu'en dogmatique, on peut dire qu'on décrit, mais on décrit toujours dans une finalité qui est pratique, alors que la description, elle peut avoir aussi pour objet simplement de décrire des phénomènes juridiques. On le voit très bien lorsque on s'intéresse au droit d'un autre pays. On peut décrire le droit allemand sans viser à le modifier, simplement parce qu'on a besoin de l'exposer à des fins de comparaison. Ici aussi, où on décrit la manière dont il est appliqué, et ça va peut-être prendre une coloration plus sociologique, mais ici aussi, on peut utiliser ce droit comparé ou cette description à des fins dogmatiques ou à des fins de politique juridique, mais ce n'est pas l'objet premier. Il y a une autre science, effectivement, qui serait plus tournée vers l'avenir, peut-être plus audacieuse, prophétique. Je n'y insiste pas, mais je passe à, finalement, ce qui fait le cœur aussi de mon intérêt dans le théorique, c'est la théorie générale du droit. Et la théorie générale du droit, à mon sens, c'est une science théorique, pour le coup, au sens strict, qui est différente des autres, parce qu'elle a une visée de clarification conceptuelle. Elle a une visée aussi de s'inscrire dans un panorama de sciences, je dirais, unifiée, rigoureuse, objective, vérifiable. Et même si... et donc il est assez difficile d'expliquer... il y a eu beaucoup d'incompréhension suite à la manière dont j'ai conçu la théorie générale du droit. Alors, je vais partir dans un terrain périlleux qui est peut-être... qui est celui des ismes, vous savez, on essaye tout de suite de savoir, par rapport à ce qu'on connaît, de mettre des étiquettes. Est-ce que cette pensée, elle s'inscrit plutôt par rapport à ce courant, par rapport à cet autre courant? Alors, je vais me prêter à ce qu'ont dit parfois d'autres personnes de ma pensée pour montrer
qu'il y a des quiproquos, et je prendrai deux mots assez connus pour vous permettre de la situer. C'est à la fois la question du positivisme et du réalisme. Alors sur le positivisme, on a pu dire qu'à la fois j'étais positiviste et antipositiviste. Donc pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le contexte français, je pense qu'on le comprend relativement bien. Je suis positiviste au sens scientifique, au sens effectivement où j'ai une approche scientifique des phénomènes juridiques. Je cherche à comprendre les phénomènes juridiques dans leur complexité, ce qui inclut non seulement le droit officiel, celui dont s'occupe la dogmatique, ou celui que cherche à modifier parfois la politique du droit, mais aussi, au-delà de ça, tous les phénomènes juridiques qui sont, disons-le rapidement, non officiels. Et là, effectivement, on ouvre la porte à d'autres types de phénomènes juridiques qui a été étudié souvent en théorie du droit, par exemple le cas des gangs ou des mafias. Est-ce qu'ils ont des règles? Est-ce qu'ils ont des chartes? Mais ça peut être aussi des choses qui ne sont pas forcément considérées comme illégales, mais au sein de la famille, par exemple, en disant comment les rapports familiaux sont organisés. Vous étiez peut-être en famille pendant les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'il y a des règles de fêtes de famille en fin d'année dans vos propres familles sur la manière de préparer le repas, sur est-ce qu'il y a des petites traditions, comment se régulent les tensions, comment débutent les repas et se finissent peut-être les repas. Bref, toute une série d'infra-règles et aussi, bien sûr, en tant qu'enfant avec les parents, il y a beaucoup de règles qui sont instituées. Quand on est enfant, on a l'impression que toutes les familles sont comme votre famille, et puis quand on va chez les autres, on se rend compte que c'est pas du tout pareil, qu'il y a des directives qui sont données, que les valeurs ne sont pas pareilles. C'est une découverte un peu surprenante. Et tout cela peut être aussi étudié de manière large pour correspondre à une idée qui est de phénomène juridique. Et c'est là où commence les incompréhensions, puisque nous ne sommes plus dans le droit officiel, mais dans un autre type de droit. Alors, distinction entre droit officiel et droit non officiel, qui est mouvante, bien sûr, puisque le droit officiel, il varie aussi selon ce que décide le législateur, alors que, scientifiquement, à partir d'un concept de droit rigoureux, on arrive à saisir tous les phénomènes juridiques. Je vais y venir. Notez que je n'ai pas employé le mot de droit positif comme étant du droit officiel. Je distingue droit officiel, droit non officiel, et d'un côté, et de l'autre côté, ou autrement, droit positif, droit intuitif. Le droit positif, c'est quoi? Le droit positif, ça peut exister dans le droit officiel et aussi dans le droit non officiel, c'est simplement le droit dont je vous parlais, le droit qui est fondé, qui a pour base un fait normatif. Donc ça peut être un énoncé, ça peut être une loi, ça peut être une décision, une maxime, mais bref, qui a une source aussi qui peut être fondée, alors que le droit intuitif, eh bien, lui, n'est pas fondé sur quelque chose d'explicite ou d'explicité. Ça peut venir d'une intuition sur les valeurs, sur les principes, sur différentes choses, comme l'équité, par exemple. Je vais fermer provisoirement cette question du positivisme, et donc vous comprenez pourquoi je suis positiviste au sens scientifique, où je veux aborder tous les phénomènes scientifiquement, et donc j'ai une approche de savant à l'égard des phénomènes juridiques, mais je suis antipositiviste ou non positiviste parce que je ne considère pas que les phénomènes juridiques doivent être réduits au droit étatique. D'où l'appellation parfois de pluraliste, comme chez d'autres. Maintenant, passons en réalisme, en deux mots. Je suis réaliste. Mais ça suppose d'aller chercher la réalité du droit. Mais où se trouve la réalité du droit? C'est toute la question. Et à mon sens, ça se trouve ni dans les livres, ni dans les
les actions, ni dans le monde physique, la réalité du droit, et c'est là où on entre dans souvent une dimension plus difficile à saisir, à mon sens, elle se trouve en chacun de nous, dans nos pensées, dans notre psychologie, dans notre psyché, et c'est en chacun de nous qu'existe cette réalité du droit. La réalité du droit, elle n'est pas saisissable, on ne peut pas toucher le droit comme je touche cette table devant vous. Ce n'est qu'un abus de langage, ce n'est qu'une projection qui est factice, qui est une illusion de dire que le droit se trouverait dans une loi. Alors, ça, c'est une révolution copernicienne. On a pu faire ce parallèle avec Copernic, qui était aussi polonais comme moi, c'est-à-dire qu'au lieu, c'est comme savoir qu'est-ce qui est autour de la Terre, du Soleil, qu'est-ce qui est central, eh bien, dans cette théorie du droit, qui est une théorie qu'on a pu dire et que j'ai pu effectivement présenter comme une théorie psychologique du droit, eh bien, la réalité du droit, ce n'est pas au niveau des instances de l'État, c'est au niveau des individus, de la psyché des individus, qu'il faut venir la saisir. Ce qui est particulièrement difficile, mais ce qui est, à mon avis, la seule manière d'aborder scientifiquement le problème. Donc, il faut prendre en compte le vécu qui est par définition aussi psychologique, le vécu des individus. De ce point de vue, le réalisme juridique dont je suis porteur a pu être situé comme point de départ d'un réalisme juridique russe, notamment dans un ouvrage de 2008, comme une école dite de Saint-Pétersbourg, dont je serai le fondateur. Et par rapport aux autres réalismes juridiques connus, le réalisme juridique américain, dit américain, le réalisme juridique scandinave, c'est plus proche du réalisme juridique scandinave parce qu'il y a une composante qui est celle psychologique, qui est de prendre en compte effectivement le droit chez tout un chacun. Et je distingue deux types de points de vue. Le point de vue que je défends, qui est un point de vue scientifique et psychologique, ou psychologique ici, donc scientifique, à une époque aussi où la psychologie avait toute sa importance, notamment dans le cadre de la phénoménologie, pas dans un passé lointain, et je l'oppose à un point de vue naïf, projectif, et ce point de vue naïf, c'est selon lequel le droit existerait. Le droit existerait dans le monde extérieur, le droit serait projeté, alors peut-être dans nos esprits, et se traduirait dans nos comportements, on ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop comment, mais c'est souvent ce point de vue naïf qu'on essaye de nous faire croire en disant, mais vous savez, ça c'est du droit, la force obligatoire. Je dis, en droit des obligations, il y a la force obligatoire. Vous avez senti, vous, la force obligatoire je n'ai jamais ressenti ce genre de choses, vous voyez, je pense que ce ne sont pas des choses qui vous tordent le bras. Donc, pourquoi et comment on vient à aborder ces éléments? Eh bien, je crois qu'il faut rentrer dans cette complexité psychologique. Donc, ce point de vue, il est tellement non orthodoxe, tellement peu traditionnel, tellement éloigné de ce qu'il dit, que souvent, il est incompréhensible ou tenu pour incompréhensible. Alors, là, le petit tableau... peut-être on peut revenir au tableau précédent, s'il y a un tableau précédent. Non, c'était le suivant. Il y avait un petit souci de... Bon, sinon, je peux commenter celui-là. C'est pas grave. C'est celui-là. Oui, voilà. Donc là, c'est juste un récapitulatif très simplifié du type de groupe de sciences. Les sciences pratiques, des sciences théoriques au sens large, bon, et puis la science théorique au sens strict, la théorie générale du droit. Bon, on peut passer à la suivante. Donc, sur la suivante, non, c'est celle d'avant. Ah, c'est là. Celui qui était tout à l'heure. Oui, voilà, c'est là. Donc là, on voit effectivement, en présentant ce droit officiel positif au droit officiel intuitif, ce sont vraiment les deux modes principaux, finalement, qui sont de aborder le droit soit par rapport à, je dirais, une source écrite, loi, décision de justice, mais aussi contrat, coutume, maxime, recommandation, que sais-je encore,
tout ce qu'on appelle les sources, parfois, du droit. On devrait... Mais il y a d'autres types de manières de raisonner en droit et de fonder aussi ces décisions qui renvoient à la notion de justice, d'équité, des principes, pas toujours des principes écrits. J'ai voulu présenter ce tableau en montrant que finalement, en reprenant les mêmes catégories pour du droit qui serait officieux, non officiel, on a exactement les mêmes choses, du positif et de l'intuitif. Simplement, ce n'est pas du droit officiel. Donc, j'ai mis quelques exemples. Un exemple sur des gangs, parce qu'on prend souvent cet exemple-là. J'ai pris aussi, j'ai parlé des contrats avec le diable. Effectivement, Petraschinski aussi, j'en dirais peut-être un mot, prend en compte aussi les cas déviants, les personnes qui sont un peu bizarres. Et donc, pour lui, quelqu'un qui conclut un contrat avec le diable, je ne regarde pas Étienne du tout avec cette intention, il a un contrat, il peut se sentir tenu de certaines obligations. Et même si, forcément, il n'y a rien d'écrit, et même si... mais il y a quelque chose auquel il se sent tenu, même si c'est dans son imagination. Et pour Petraschinski, ça fait partie des phénomènes juridiques à prendre en compte, à prendre au sérieux. Alors, bien sûr, on pourrait remplir toutes ces cases, prendre en compte aussi cette diversité qui est celle du pluralisme. Et finalement, le passage de la couleur bleue à la couleur grise, ou plus exactement parfois de la couleur grise à la couleur bleue, n'est pas toujours très importante, puisque finalement, le syndrome de l'État, je ne sais pas si c'est Petraschinski qui a fait cette comparaison, je ne pense pas, c'est un peu le syndrome du roi Midas. C'est tout ce qui touche, ça devient de l'or. Alors on ne peut pas faire une délimitation scientifique avec quelque chose de la sorte, puisque à partir du moment où il considère que c'est du droit, c'est du droit. Et puis quand il considère que c'est plus droit, c'est plus droit. Donc, il y a parfois ces glissements où de choses qui étaient juridiques sont sorties du droit, et puis à l'inverse, des choses qui n'étaient pas du tout deviennent réglées par le droit. La santé mentale des travailleurs, par exemple. Donc, maintenant, la grande question, c'est de penser la spécificité des phénomènes juridiques. Oui, ça c'est... Voilà, merci. Donc, ici, bien sûr, si on reste dans le cadre de cette théorie du droit, étant donné tout ce que j'ai dit auparavant, qui permet d'éviter, j'espère, des mécompréhensions. Comment on pense les phénomènes juridiques, comment se délimitent les phénomènes juridiques? Alors, plusieurs éléments ici, et pour préciser les choses, on est obligé je suis obligé de vous exposer la notion qui est la mienne de classe, de catégorie, on pourrait dire. Une classe, c'est une catégorie qui a plusieurs caractéristiques communes, une ou plusieurs caractéristiques communes, avec des critères distinctifs, comme on a, par exemple, on va classifier les animaux des végétaux avec des définitions. Eh bien, on peut faire la même chose, c'est ce que j'ai essayé pour la vie psychique, justement, cette vie psychologique. Et j'ai pu distinguer des phénomènes, par exemple, passifs, des sensations, et aussi le fait d'avoir des plaisirs ou des déplaisirs, avec des phénomènes actifs, qui sont des phénomènes volontaires, et une troisième catégorie de phénomènes actifs-passifs, qui sont ceux qui existent en droit aussi, on le verra. Ces phénomènes actifs-passifs, ce sont des phénomènes dans lesquels à la fois il y a un aspect passif et un aspect actif. Et il y en a qui sont très triviaux, comme le fait d'avoir faim. Le fait d'avoir faim, c'est à la fois une sensation de faim, mais ça vous donne aussi l'envie de manger. Et la soif, c'est pareil. Ou d'autres émotions, que j'appelle émotions ou impulsions, on pourrait dire impulsions émotionnelles, qui sont de cet ordre. Ce groupe d'émotions qui ne sont pas aussi spécialisées que la faim et la soif, mais qui sont plus générales, bien parmi elles, il y a ce que j'appelle les émotions éthiques, les émotions d'obligation, qui vont inclure le droit et la morale. Donc ça, c'est une manière d'établir des classes, et à chaque fois qu'il y a une
classe avec un espèce et un genre, eh bien, il y a le tableau complet qui se construit. Et par exemple, chez les animaux, s'il y a une classe des vertébrés, il y aura une classe des invertébrés, parce que ça va combler, toutes les classes vont être complètes. C'est pour cela que dans mes classifications, il y a une classe des phénomènes éthiques et il y a parmi eux des phénomènes juridiques, et tout ce qui n'est pas des phénomènes juridiques sont des phénomènes moraux. Parfois, il y a 3 subdivisions. Alors, voilà pour la notion de classe. Ce principe d'adéquation des théories scientifiques, et là je suis aussi, j'ai fait cette petite cette précision logique que ne fait pas tous les chercheurs, c'est-à-dire que je construis les théories scientifiques de manière rigoureuse et sans avoir d'espace vacant et sans avoir non plus de recoupement. Dans mon langage, je n'ai pas de pléonasme théorique, c'est-à-dire qu'il faut que ces classes soient ni trop larges ni trop étroites pour avoir un tableau complet. Et le principe d'adéquation aussi, c'est que ces classes qui sont associées à des propositions scientifiques ne sont valables pour la classe, mais pour toute la classe, et pas avec des exceptions, ce qui évite d'avoir des propositions trop larges qui vont valoir dans différentes catégories. Alors j'ai donné plusieurs exemples qui peuvent paraître très anecdotiques. Par exemple, il ne pourrait pas y avoir de classe, on ne pourrait pas étudier de manière pertinente ce qu'est un cigare qui pèse 10 grammes, ce ne serait pas très intéressant. C'est une classe trop étroite. Si on prenait, là j'invente un petit peu, je prolonge, une classe qui serait tout ce que les hommes peuvent fumer, ça serait aussi peut-être là, à l'inverse, trop large. Et tout ce que les hommes peuvent fumer qui pèse 10 grammes, ça serait trop large et trop étroit. Tous les minéraux que les hommes peuvent fumer, ben, ça serait peut-être faux parce que c'est pas facile de fumer quelque chose qui est minéral. Donc, vous voyez, il y a, là ça peut vous paraître un exemple stupide, mais on utilise dans le langage courant des exemples aussi stupides, par exemple, qui ne correspondent pas à des réalités scientifiques. C'est par exemple celle de légumes verts. Bon, les botanistes n'utilisent pas les légumes verts où on emploie, nous, aussi, bon, même si ça a d'autres raisons en matière de santé, les champignons comestibles. Il y a plusieurs interprétations sur les champignons comestibles, je ne vais pas m'attendre sur. Ils sont plus ou moins comestibles, plus ou moins porteurs d'effets, mais effectivement, ce ne sont pas des classifications savantes. Moi, je cherche des classifications savantes qui permettent de dire que les théories scientifiques sont adéquates lorsque, justement, les propositions scientifiques correspondent à une classe et seulement à une classe et sont vraies pour une classe. Alors, pour le droit, et là, je commence à distinguer le droit et la morale, et je fais cette distinction, non pas parfois comme je l'ai écrit à partir du plus général au plus particulier, mais j'ai trouvé plus pédagogique pour vous de faire le chemin inverse et de faire du particulier au général. Et de commencer par la manière dont je distingue le droit de la morale. Alors, le droit moral, ça repose, il y a des points communs entre ces deux éléments, à partir de l'expérience vécue. Et d'ailleurs, quand les personnes ont un sentiment d'obligation, elles sont parfois incapables de dire si c'est parce qu'elles ont une obligation morale ou parce qu'elles ont une obligation juridique. C'est pas quelque chose de très clair, mais il est possible de les distinguer. Et la manière de les distinguer que j'ai est la suivante, c'est de dire que si les deux sont impératives au sens où on a un sentiment, une émotion liée à l'obligation, une impulsion de devoir, on pourrait dire, dans le cas du droit, il n'y a pas simplement cet impératif, mais cet impératif correspond toujours à une composante attributive, c'est-à-dire qu'il y a une autre personne à qui, moi, sujet ayant ressentant cette impérativité, eh bien, à qui correspond à l'idée de droit, ou qui correspond à l'idée de droit attribué, ou d'une prétention attribuée à autrui. Donc, ce qui veut dire que
quand on est dans une situation juridique, il y a toujours une obligation ou un devoir à l'égard d'une autre personne. C'est toujours le cas. En tout cas, c'est une définition, bien sûr, qui est stipulative, qui fait partie de cette classe. Et donc, quels sont l'ensemble de ces expériences vécues psychologiquement où on a un devoir à l'égard d'une autre personne? On peut trouver ça dans différents domaines du droit des obligations, par exemple, mais aussi du droit de la propriété, du droit de l'administratif ou du droit de l'État. Mais on peut trouver ça aussi dans d'autres domaines qui ne sont pas considérés comme des domaines de droit officiel. Par exemple, quand on joue à un jeu, on peut jouer à un jeu, perdre, et alors qu'on se sent tenu de payer peut-être la somme qu'on a perdue au poker, et si on ne le fait pas, eh bien, on ne va pas respecter son obligation, ce qui est possible, mais il va y avoir, là, vous voyez, une tension entre ce qu'on a envie de faire, garder l'argent, et puis finalement, on a tout mis sur le tapis, se ruiner, parce qu'on s'était engagé à le faire. Et ici, dans cet exemple, vous voyez bien qu'on s'engage à l'égard d'une autre personne, un autre joueur. Alors, quelque chose qui est assez important dans cette distinction du droit et de la morale, c'est que finalement, sans trop développer, mais vos questions viendront peut-être sur ce point, vous avez compris, je me répète, le vécu est impératif ici, mais dans le droit, il est toujours attributif, ce qui n'est pas le cas dans la morale. Alors, dans la morale, ça peut être quoi? La morale, ça peut être justement un devoir qu'on ressent parfois de la même façon, mais qui ne va pas attribuer une prétention dans l'esprit de celui qui vit cet impératif. Bon, par exemple, je donne l'exemple de Matthieu en disant si on te frappe de la joue droite, il faut tendre la joue gauche. Ça peut être considéré comme la morale, mais forcément, on ne se dit pas celui qui m'a frappé a une sorte de prétention, s'il me frappe sur la joue droite, que je montre la joue gauche. Ce serait ridicule parce que ici, on est dans le cas de la morale et pas du droit. De manière plus peut-être un autre exemple qui est développé, c'est celui de la différence entre verser une somme d'argent à un ouvrier qui aurait réalisé un travail, et là on est dans le cadre du droit, parce que effectivement on va verser une somme d'argent à l'égard d'une personne qui peut avoir une prétention à notre rencontre, avec le fait de donner une aumône, de donner une pièce d'argent à un mendiant. On va peut-être se sentir l'obligation de donner de l'argent à ce mendiant, mais la pensée ne va pas être, la psychologie ne va pas inclure l'idée que, nécessairement, peut-être, un degré de complexité, ce mendiant a une prétention contre nous et a comme un droit de devoir récupérer ou recevoir de l'argent. Donc c'est comme ça qu'il distingue le droit et la morale. Un type juridique et un type moral. Le temps passe, spécificité maintenant, si on remonte d'un cran, entre les expériences éthiques, le droit et la morale donc, qui sont ainsi distinguées, et puis des expériences esthétiques. Dans les deux cas, là aussi, il y a des jugements normatifs. Il y a aussi des processus de motivation qui font que à telle période, on va vouloir mettre des chaussures avec des semelles blanches, par exemple, parce qu'on est attiré, c'est la mode. Ou avoir les cheveux peignés comme ci, comme ça. J'en parle très librement. Et donc, il y a des formes d'émotions, qui sont des émotions normatives, qu'on a tous par rapport à des choses qui se font, des choses qui ne se font pas. C'est lié, par exemple, j'ai pris la mode, mais c'est vrai aussi quand on se promène. Et l'exemple peut être donné lorsqu'on chemine. À Saint-Étienne, j'ai pas beaucoup cheminé, mais peut-être des endroits avec des rues où d'un côté il y a des jardins, des fleurs, c'est très joli. Et de l'autre, il y a des poubelles,
ça sent mauvais, ou c'est très désordonné. Eh bien, on est attiré par des choses, et il y a d'autres choses qui nous repoussent plus, et donc on va avoir plutôt tendance à aller du côté où c'est beau, où c'est fleuri, où ça sent bon, que du côté où c'est laid. Et donc, ces notions de beau, de laid, de ce que se fait, se fait pas, a aussi un aspect attractif et impulsif dans le langage de Petraszewski, mais c'est donc attirant, on va dire ça, par opposition à répulsif. Eh bien, ces phénomènes qu'on trouve pour l'esthétique, on les trouve aussi pour ce qui est éthique. Il y a des choses qu'on fait et des choses ne se font pas. Et plus encore, il y a parfois des tensions à l'intérieur de notre esprit, de notre conscience, entre des choses qu'on a envie de faire et puis des choses qu'on ne doit pas faire. Et les exemples de Petraszewski sont souvent très simples, très prosaïques, et l'exemple que je donne, c'est difficile à tenir, c'est Paris, c'est par exemple un enfant à qui on a dit qu'il ne fallait pas manger les chocolats de Pâques, parce que ce n'était pas encore Pâques. Et il voit ces chocolats, il est très tenté pour aller manger ces chocolats. D'un côté, il est tenu par une norme qui lui a été donnée, un fait normatif en l'occurrence, une autorité paternelle, quelqu'un qui le garde. Et puis de l'autre, il y a ce dont il a envie. Et il va y avoir des phases qui décrivent psychologiquement comme un combat d'une personne qui est attirée à prendre ses chocolats, mais il sait qu'il ne doit pas le faire, et puis parfois il y a une lutte, et qu'il vient à prendre ou pas ses chocolats. Quelle est la différence entre ce phénomène-là et le phénomène esthétique? Quelle est la différence entre des normes esthétiques et des normes éthiques, inclus donc droit et morale? Eh bien, ici, il y a deux critères qui les fondent. Le fait qu'il y ait dans la conscience, au sens de ce qui est présent à l'esprit, comme dans le lieu de notre esprit, une sorte de voix qui peut paraître un peu mystérieuse, qui peut paraître un peu autoritaire, qui nous enjoint de faire ou pas telle ou telle chose, ou de respecter ou pas telle ou telle chose. Et donc ça existe du côté de l'éthique, droit et morale, mais ça n'existe pas du côté de l'esthétique, où on choisit peut-être son style, sans qu'il y ait cette présence, un peu parfois de dédoublement, de double métaphysique parfois, comme aurait pu dire Kant. Et deuxième critère, il y a un élément aussi qui contrevient à notre liberté, à ce qu'on aurait fait s'il n'y avait pas eu cette voix. Et qu'est-ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas eu cette voix autoritaire? Je serais allé manger les bonbons, les chocolats dont j'ai très envie. Mais il y a cette lutte en moi qui vient me contraindre dans ma liberté. Et ça distingue aussi les expériences esthétiques des expériences éthiques. Et donc, on voit ici une sorte de récapitulatif très simplifié, excusez-moi de la simplification, de ces classes des jugements normatifs et des processus motivationnels normatifs, avec d'un côté l'éthique et l'esthétique, et de l'autre côté le droit et la morale, sachant que le tableau est complet. Parfois il y a des sous-classes, parfois il n'y a pas de sous-classes, d'espèces à partir d'un genre, mais c'est comme ça que le tableau se construit. On va juste afficher peut-être le point suivant, mais je ne vais peut-être pas le développer parce que sinon il n'y aura pas de point pour les questions. Le troisième aspect que je voulais mentionner, c'est la spécificité de penser la réalité empirique du droit. Et la réalité empirique du droit, elle est dans les esprits, mais je voudrais juste insister sur un ou deux points par rapport à des exemples que j'ai donnés. Petraszewski accorde, malgré la rigueur de ces catégories, un primat, une expérience, une importance particulière aux expériences subjectives. En fait, c'est l'idée principale
où l'idée qui doit commander le tout, et là, je vais citer, en d'autres termes, le sens de nos définitions et exemples n'est pas tel que dans certaines circonstances de la vie, notamment celle donnée en exemple, entre l'ouvrier, par exemple, et le mendiant, il y ait toujours une obligation juridique dans un cas et une obligation morale dans un autre. Nous distinguons les phénomènes juridiques et moraux par la nature des expériences subjectives et non par d'autres circonstances. Autrement dit, si je reprends l'exemple de l'ouvrier et du mendiant, quelqu'un qui a employé un ouvrier et qui considère que il n'est tenu à rien et finalement il ne se sent pas une obligation juridique à l'égard de quelqu'un, mais simplement une obligation morale, c'est son bon vouloir. Eh bien, peut-être que c'est sa réalité psychologique. Mais à ce moment-là, on sera dans le phénomène moral. De même, et il y a eu aussi des hommes d'État qui ont considéré que, effectivement, ils faisaient les choses s'ils voulaient et qu'ils n'étaient pas très concernés par le droit. Ce n'était pas vraiment des obligations, y compris dans des vêtements qu'ils pouvaient avoir, des vestes qu'ils pouvaient payer, etc. À l'inverse, une personne peut tout à fait considérer qu'il est tenu à une obligation parce que l'égard d'un mendiant qui va être devant la boulangerie, cette personne a une prétention à son égard, un véritable droit, et il s'en acquitte comme une obligation juridique et pas simplement comme une obligation morale. Ça peut tout à fait exister. Et donc, c'est cette réalité qu'essaye de saisir scientifiquement par des méthodes sur lesquelles je peux dire quelques mots, que Petraszewski cherche à saisir. Et c'est pour cela que les cas pathologiques sont pris en compte par lui. À partir de quand on est dans un cas pathologique? Vous savez, il y a des personnes aussi qui ont le phénomène dit de quérulence. Ils veulent faire des procès, c'est une obsession, ils sont prêts à ruiner leur famille parce qu'il faut absolument qu'ils gagnent leur procès. Tous ces phénomènes qui peuvent paraître déviants, y compris celui de conclure un pacte avec le diable, est quelque chose qu'on peut prendre au sérieux si on veut vraiment analyser le phénomène juridique dans toute sa complexité. Et un élément important, je conclurai par là pour laisser de la place aux échanges, c'est que Petraszewski parle aussi d'idiotisme juridique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont idiots au sens où ils n'ont aucun ressenti. Ils n'ont aucune expérience consciente de ce qu'est d'avoir un droit, et donc ils ne peuvent pas en attribuer à d'autres non plus. C'est peut-être une forme de cécité ou de maladie, comme d'autres ont des maladies mentales qui les empêchent d'éprouver de l'empathie à l'égard d'autrui, etc. Ce qui est connu. Et donc, ici, c'est une limite, puisque un des fondements méthodologiques aussi de Petraszewski, c'est basé sur l'expérience personnelle. Et on pourrait dire sur un aspect autobiographique du droit, ou un aspect qui soit capable à chacun de voir aussi, pas de parler du droit comme ça en général, mais de voir chacun de nous aussi, dans certaines circonstances, comment on est ou pas traversé par des obligations, par des conflits intérieurs, par rapport à notre culture, aux obligations qu'on accomplit ou on n'accomplit pas. Merci pour votre attention, que j'ai sentie grande, ce qui ne veut peut-être pas dire que je ne vous ai pas ennuyé. En tout cas, je vous remercie beaucoup et puis j'attends des questions. Merci. On va pouvoir faire circuler un petit peu la parole, y compris pour les personnes qui nous suivent à distance. Comme nous tous, moi, je pense que c'était très, très intéressant. Et alors, je ne suis pas un fin théoricien du droit, hein, quelques notions, voilà, mais moi j'ai trouvé qu'il y a beaucoup d'aspects qui sont très modernes, mais très modernes dans le sens où on les retrouve évidemment aujourd'hui, rien que pour ça ce serait moderne, mais c'est des points de vue qui m'ont semblé très largement en décalage
avec, en tout cas, moi, l'idée que je me faisais des notions qui pouvaient être en vigueur à l'époque. Et je prenais l'exemple du droit positif. Moi, j'ai trouvé que la vision du droit positif de Petraschinski était beaucoup plus large que celle que s'en faisaient, en fait, les théoriciens du droit de l'époque. Enfin, dans mon souvenir, le droit positif se réduisait souvent aux normes formelles, notamment. Ce qu'était le droit, c'était la loi, c'était le règlement, bref, c'était toutes les normes qui étaient couchées sur un support officiel. Et voir qu'on pouvait faire rentrer les maximes, les mœurs, la coutume dans le droit positif, ça m'a semblé assez moderne, en fait, comme point de vue qu'on partage aujourd'hui, bien sûr, mais qui n'était pas forcément partagé, semble-t-il, à l'époque, même les jugements, ici, dans le jurisprudentiel. Oui, de toute façon, à l'époque, la plupart des choses qui ont pu être écrites par Petraschinski ont soulevé beaucoup de contestations. Parce que, effectivement, alors que, en plus, en Russie, le droit paraissait moins développé qu'en Allemagne, on devait suivre plutôt un modèle effectivement plus formel, plus structuré. Donc ça allait non seulement à l'encontre de l'État qui était au centre du jeu, mais au-delà de ça, ça prenait en compte effectivement une diversité de faits normatifs. Mais à nouveau, ce qui est assez... pourquoi Petraschinski est allé aussi loin, je crois, c'est parce que non seulement il a lu et bien sûr il a pris en compte les débats de son temps, mais il a poussé sa propre logique, sans tenir compte finalement de qu'est-ce que le droit positif dans un état donné, à un moment donné. Donc c'est pour ça qu'il s'est fait énormément d'ennemis et beaucoup d'incompréhension, parce qu'il a suivi jusqu'au bout sa propre conceptualisation, ses propres catégories. Et après, effectivement, le nombre d'incompréhensions est venu du fait qu'on a dit, mais le droit positif, c'est ça. Donc c'est le droit posé par l'État. Donc vous ne pouvez pas dire que la coutume, ça relève d'un phénomène, effectivement, positif. Et puis les phénomènes intuitifs, on ne voit pas trop ce que ça veut dire. Donc on a dit, le phénomène intuitif, c'est du droit naturel. Finalement, vous nous resservez le droit naturel. Et puis le droit positif, vous le déformez. Et donc, bien sûr, si on veut retrouver ses propres catégories, on tombe sur des quiproquos. Alors que je pense toute la richesse aussi qui est de cadrage ou herméneutique, de compréhension, c'est aussi de voir, de pousser ces catégories et de voir comment s'ouvre le tableau, comment s'étend le tableau, comment on va chercher d'autres sources aussi du droit, comment on va chercher d'autres éléments, et on pourrait donner des exemples d'actualité, je pense effectivement, aussi bien des choses plus traditionnelles sur la coutume, les usages, mais dans les sources, mais y compris sur les comportements des populations aujourd'hui qui ont des actes de désobéissance civile, par exemple, et qui vont mettre en avant, je dirais, d'autres manières de concevoir le droit en faisant jouer certains éléments contre d'autres. Ouais. Tout à fait. J'ai peut-être une question. Bon, déjà, merci pour cette superbe incarnation de ton auteur fétiche. Et du coup, alors, bon, je vois bien, effectivement, je vois mieux le lien qu'on faisait tout à l'heure avec l'anarchie, possiblement, avec cette finalement remise en cause du poids de l'État, unilatéral de l'État dans la production de l'idée de droit. Et si, puisque tu as commencé par un petit rappel biographique, est-ce que le fait pour lui d'être d'un pays dont l'État a été absorbé par d'autres, est-ce que finalement ça n'appelle pas quand même à une relativisation forte du rôle de l'État? Est-ce qu'il y a un petit élément biographique et historique qui pourrait jouer? Bon, le fait qu'il fasse de l'histoire du droit a dû aussi quand même beaucoup aider à considérer une pluralité de sources. Mais puisque tu évoquais sur la fin, effectivement, la dimension fortement subjective en fait, de la façon dont le droit se vit et se ressent, en fait, la part de la société, je vois bien le refus de l'État, la part de la société, est-ce que finalement, c'est pas Gurevitch qui la réintroduirait, puisque Gurevitch semble avoir été une sorte d'élève.
Moi, j'ai l'impression que cette subjectivité, on la voit moins chez Gurvitch, qui est plus dans une perspective de groupe et de collectif, et moins sur l'individu. Peut-être que je me trompe. Non, non, pas du tout. Mais déjà, il faut que je fasse une précision. Par rapport à la présentation faite, l'accent a été surtout mis sur l'aspect psychologique. Parce que je pense que c'est plus difficile parfois à comprendre, le plus perturbant. Maintenant, la spécificité de Petraszewski, c'est pas simplement d'avoir une théorie psychologique. C'est d'être reconnu aussi, et c'est pas un hasard, comme un des fondateurs de la sociologie du droit. C'est pour ça justement. Et donc après, dans la manière, même si je dirais la réalité du droit, elle est psychologique, il vient à décrire après ces tendances qu'il appelle à l'unification. C'est-à-dire que le fait que des personnes soient en interrelation, ou en tout cas en ayant chacun ses propres comportements, ses propres psychés, façons de penser, c'est aussi un phénomène, bien sûr, qui a une dimension collective. Et l'État aussi, de ce point de vue, est vu comme, je dirais, pas simplement une sorte de, j'allais dire, au travers de cette tendance d'unification, puisque l'État n'a pas toujours existé, mais il y a un processus historique et aussi qui décrit sociologiquement comme étant une unification aussi de ces tendances du droit, qui sont aussi liées pas simplement dans la manière dont la doctrine commente, mais aussi dans la manière dont l'État se constitue, avec un rôle qui est à la fois un rôle d'organisation sur certaines institutions, mais aussi un rôle de distribution, notamment par rapport à ce qu'est la propriété. Mais il ne vient pas considérer que l'État, pour autant, est une entité, qu'aurait une réalité, qui doit être hypostasiée et qu'on doit tenir. Non, il explique comme une tendance d'évolution, effectivement, aussi des sociétés, ce qui en fait l'aspect, ce qui en fait aussi l'aspect sociologue, entre guillemets. Alors, cette articulation entre l'individuel et le collectif a été, par Gurvitch, un peu déformée, c'est-à-dire que à la fois, peut-être, l'accent a été mis fortement, et toujours, Petraszewski, quand on le lit, il y a quelque chose de très tranché, il est très énergique, il est très... il peut paraître aussi un débatteur, alors Gurvitch a peut-être récupéré ce côté-là aussi un peu intransigeant, mais ce qu'a surtout critiqué Gurvitch, c'est le fait qu'il soit trop enfermé, qu'il accorde trop d'importance au caractère individuel, ce qui peut s'expliquer aussi par un contexte social et par le projet de Gurvitch lui-même, effectivement, de montrer plutôt le fait social total qu'était le droit, le fait de l'inscrire dans une collectivité. Et donc, il a tendance à dire que Petraszewski n'a pas assez tenu en compte l'aspect collectif, mais il me semble qu'il y a chez lui une petite déformation et il met sous le tapis un peu la dimension ou la manière dont Petraszewski a présenté cette construction du social, parce que d'abord, les choses ne partent pas de là, et par rapport à l'histoire de Gurvitch et l'époque où il est arrivé, et l'expérience qu'il a eue aussi soviétique, pour laquelle il s'est beaucoup été enthousiaste, le conduisait après en France à vouloir donner plus d'importance première à cet aspect de groupe, de collectivité, de communauté. Et c'est pour ça aussi qu'il a choisi notamment le cadre de question des travailleurs aussi, comme un exemple particulièrement qui paraissait vraiment en correspondance avec ce qu'il voulait montrer, qui n'est pas du tout et Petraszewski n'a pas suivi, je dirais, la même ligne théorique pour affirmer les mêmes choses. Tu peux réagir à tout point, hein, Eduardo. Oui. Non, je voudrais dire une chose Sur des qui bêtises. tu pouvais dire, mais tu n'avais pas le temps de tout dire, pour tout dire. Pour Petraszewski, les expériences, les vécus juridiques, en tant qu'expérience dans lesquelles quelqu'un vive l'obligation d'autrui comme quelque chose
à laquelle il a droit sont des phénomènes potentiellement conflictuels. Si une personne qui demande l'aumône ne vive pas l'expérience de recevoir l'argent comme l'objet d'un droit, si on ne donne pas l'aumône, la personne n'a pas une réaction négative. On l'a vu aujourd'hui en venant du restaurant. Je voulais donner l'aumône à la personne que nous avons rencontrée, mais nous n'avons pas le temps. Et la personne a dit bonne journée. Mais quand deux personnes ont des vécus incompatibles sur l'existence d'une obligation, tu penses que j'ai l'obligation de te donner de l'argent, mais je pense que non, ou pire, que tu dois l'obligation de me donner de l'argent, on a des conflits. Et pour Petrajitsky, ces tendances à l'unification sont, je donne une liste, mais Raphaël pouvait la donner aussi. On a l'émulsion de la juridiction ou de la pacification violente. Quelqu'un vient et détruit les conflits avec la violence ou propose une solution. Deux personnes qui ont des idées différentes commencent à discuter et dire mais comme mon père, on a de toujours on a fait comme ça et aujourd'hui tu décides de faire quelque chose de différent. Dans ce cas, pour Petrajitsky, ceci est une coutume dans le sens qu'une personne invoque ce qu'on a fait en passé pour justifier sa prétention envers quelqu'un. Et ceci est la positivisation. Après, on a la formalisation, comme je l'appelle, mais les conseils dans Petrajitsky, extensionnel, par exemple, exiger des documents écrits par rapport à la réservation mentale et des choses qui requises des témoins, et il donne autre chose. L'immersion de l'État pour Petrajitsky est une conséquence. Et l'histoire est beaucoup plus longue, mais il donne des explications pour chaque étape. Merci. Et oui, c'est quelque chose effectivement que j'ai pas mentionné et qui est très importante parce que on a tendance parfois à dire sans trop réfléchir que le droit, par exemple, a des mécanismes pour résoudre des conflits ou pour améliorer les conflits, alors que dans l'esprit de Petrajitsky, au contraire, aussi la présence du droit avive les conflits. Et des choses qui pourraient être tout à fait partagées ou négociées, parce que les gens ont l'impression d'avoir des droits et des droits qui vont s'opposer, ça durcit le conflit. Ici, je ne vais pas me permettre de parler de la justice prud'homale et des audiences de conciliation, mais bon, c'est un peu quelque chose qui est aussi décapant parfois par rapport à des idées reçues qu'on peut avoir. Oui. Oui, merci beaucoup aussi de mon côté pour avoir fait descendre Petrajitsky de son petit nuage où il commence à s'ennuyer un petit peu. Je constate aussi qu'il a appris le français parfaitement, sans accent polonais. Donc c'est vraiment formidable. Merci beaucoup. J'avais deux questions. Une très courte, parce que vous avez fait allusion à un moment, de manière un peu énigmatique, aux sciences prospectives, en réservant peut-être quelques explications pour plus tard. Et donc je voulais justement savoir ce que, dans l'esprit de Petrajitsky, étaient ces sciences prospectives dans sa construction des sciences du droit. Donc ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, elle peut vous paraître peut-être un peu banale. Elle vient de quelqu'un qui n'est pas forcément très rompu à la théorie du droit, mais qui est confronté quand même à la question
de la distinction entre droit et morale dans ces cours, parce que c'est vrai que c'est un incontournable de la première année. Ensuite, on retrouve cette question en deuxième année, donc le droit des obligations. Et c'est vrai que quand on distingue les obligations civiles et les obligations morales, il faut bien effectivement avoir un petit truc pour expliquer la différence aux étudiants. Alors généralement, je procède en parlant des sanctions, mais vous avez présenté une autre approche que je trouvais assez séduisante, mais je voulais quand même m'assurer d'avoir bien compris. Donc vous dites, en tout cas dans la pensée de Petrajitsky, que la différence, c'est qu'il n'y a pas d'attribution d'une prétention dans le domaine de la morale, c'est-à-dire il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de créancier, entre guillemets, il n'y a pas de droit à obtenir quelque chose, même si j'entends bien que là le mot droit est totalement malvenu. Vous avez pris l'exemple du mendiant, et il est revenu là à l'instant. Vous avez pris l'exemple de l'évangile de Matthieu où Jésus nous dit qu'il faut tendre l'autre joue, et effectivement, mon offenseur n'a pas le droit, n'a pas de prétention à ce que je lui tende de l'autre joue. Mais si je prends d'autres exemples où il peut y avoir des obligations morales, je me demande, est-ce qu'il n'y a quand même pas un semblant de prétention qu'on pourrait peut-être appeler attente? Si je prends l'exemple, comment dire, des relations entre frères et sœurs. Mon frère, comment dire, d'ici 40 ou 50 ans, est absolument sans argent, je suis son seul parent, et est-ce qu'il ne peut pas légitimement attendre de moi, alors que je n'ai aucune obligation juridique, que je subvienne à ses besoins, parce que je suis le seul qui lui reste de sa famille? Est-ce que, comment dire, même, comment dire, la grand-mère ou le grand-père de son petit-fils qui s'en occupe, comment dire, 3 fois par semaine, est-ce qu'il ne peut pas attendre, est-ce qu'il ne peut pas prétendre à ce que, par exemple, si il ou elle est seule, le soir de Noël, eh bien, les parents lui proposent de dîner avec lui? Donc, je trouvais que les exemples que vous avez donnés étaient peut-être un petit peu extrêmes, où je vois bien effectivement qu'il n'y a pas ce côté attributif, mais on peut peut-être en trouver d'autres, où quand même je vois une sorte de... J'ai du mal à trouver les bons termes, parce que je ne suis pas théoricien du droit, mais une sorte de créance morale, entre guillemets. D'accord, merci. Je vais peut-être me défausser sur la première question. En fait, je l'ai lu peut-être un peu rapidement, c'est-à-dire que autant cet complément qu'a apporté Petrajitsky par rapport au temps, l'histoire du droit, le passé, l'inscription, le présent, et puis la prophétie, ou ce que le droit pourrait être, l'avenir. Bon, le seul pont qu'on connaît, effectivement, c'est sur le réalisme juridique aussi américain, où Holmes disait, bon, voilà, c'est la seule science, en fait, réaliste qui vaille, c'est ce que le juge va faire. Donc il y a ce lien qui peut être fait. Maintenant, je ne serais pas capable de dire ce qu'il avait vraiment en tête lorsqu'il a ajouté cette branche-là, mais je pense qu'Eduardo peut répondre à cette question. En revanche, pour l'autre aspect, je crois qu'il y a deux points. Premièrement, il faut toujours se méfier effectivement d'un glissement de l'aspect théorique à l'aspect dogmatique, qu'il sépare fortement. Et en plus, je crois que l'exemple, il est très bien donné. C'est-à-dire que dans cet exemple entre frères et sœurs, ce que j'entends, moi, de l'exemple donné, c'est ce qui peut être considéré chez un comme étant un droit, est considéré comme l'autre comme étant la morale. C'est-à-dire que les deux personnes ne vont pas avoir la même, je dirais, appréciation de la situation. Un va considérer, tu es ma sœur, donc tu es ma grande sœur, ou tu es ma sœur, et donc j'estime que tu dois m'aider. Et moi, effectivement, j'ai une forme de créance dont je serais débitrice, alors que l'autre personne va dire, mais pas du tout, pas des liens, on est dans... Je le fais si j'en éprouve la nécessité, mais sans qu'il y ait tu ne puisses avancer aucune prétention de ta part. C'est ce qui fait un peu les conflits. Alors après, que la personne qui estime avoir un droit, elle aille voir une autorité
pour, effectivement, alors que peut-être ce droit n'a pas de fait, ne correspond pas à un fait normatif parce que ça va être un cas qui n'est pas inscrit dans la loi et que ça serait une extension. Ça, c'est possible d'aller obtenir peut-être devant un tribunal, de contraindre à ce qu'une personne, effectivement, alors que pour elle, elle n'a que des obligations morales, bien, on vient lui dire, écoutez, ça devient une obligation juridique, et ce qui va peut-être la choquer, mais c'est quelque chose qui est concevable. Mais sinon, on voit bien que je dirais la différence de perspective, elle est subjective dans ces cas-là. Et après, peut-être qu'effectivement, dans une société donnée, eh bien, il va y avoir construction de certaines manières de fonder des décisions qui ne sont pas d'ailleurs toujours sur des faits normatifs, qui peuvent être aussi sur des intuitions de qui doit quoi, et un juge peut tout à fait se fonder sur des intuitions pour trancher un certain nombre de choses. Alors, j'ai lu quelque chose qui m'a fait sourire, mais c'est la réalité. J'ai eu, pas vu dans le détail, mais c'était une personne au Japon qui reproche à son fils de ne pas lui avoir donné des petits-enfants. Donc il considérait que lui, il a investi dans cette personne, il l'a éduqué, il l'a formé, et donc il estime qu'il est en droit d'avoir des petits-enfants. Et le fils dit, mais moi, de toute façon, je n'ai pas de droit, je n'ai pas envie d'avoir d'enfants. Et donc cette personne-là a voulu, en fait, a introduit une action en justice en reprochant une demande en dédommagement pour être, pour être grand-père, entre guillemets. Comment ça Donc, s'évalue, ça? non, alors je sais pas. Mais alors là, on voit bien que chez lui, dans sa psychologie, effectivement, il y avait un véritable droit qui était un retour sur investissement qu'il avait fait sur l'éducation de son fils pour avoir une descendance, alors que dans l'esprit du fils, il y avait peut-être d'ailleurs même pas une obligation morale ou un devoir, peut-être pas, et donc il l'a porté devant les tribunaux. Donc après, peut-être que, je ne sais pas, entre les frères et les sœurs, il y a des évolutions, les personnes qui sont conjointes non mariées, il y a eu des évolutions qui ont fait qu'on a créé, que finalement il y a eu une unification qui s'est faite. Et bien sûr, il y a des glissements. Mais ces glissements, ils vont s'imprimer dans le droit officiel, dans la manière dont va juger le juge dans des cas semblables, mais et peut-être il va y avoir après un jeu d'interaction avec la psyché de chacun, la manière dont chacun s'estime tenu d'une obligation morale ou d'une obligation juridique. Mais là, je crois que l'exemple était bon, parce qu'on voit que deux personnes peuvent être l'une en face de l'autre, avoir été élevées de la même manière en tant que frères et sœurs, et ne pas avoir le même vécu de cette expérience à l'égard de ce que certains considèrent comme un droit et d'autres pas. Donc il y a une différence de perception, ça je veux bien comprendre, mais juste pour mieux saisir la pensée de Petrajitsky, il m'a semblé que vous expliquiez que pour Petrajitsky, la différence entre droit et morale, c'est que le droit, il a un effet attributif, alors que la morale ne l'a pas. Qu'il n'y a pas, je crois que vous avez utilisé ce terme, il n'y a pas de prétention dans le domaine de la morale. Mais bien sûr, mais ce qui est compliqué toujours à remettre en place, c'est prétention dans l'esprit de celui qui se sent une obligation. C'est-à-dire que le caractère attributif n'est pas objectivé par un droit d'une personne. C'est simplement, vous pensez que telle personne a une prétention. C'est-à-dire qu'on n'a besoin qu'une personne pour avoir une relation. Il suffit qu'une personne, elle se sente une obligation à l'égard d'une autre. Même si c'est faux, même si cette personne n'existe pas, même si c'est imaginaire, même si c'est un aïeux qui est mort. Dans les îles, parfois, en Tahiti, il y a ça. Parce que les aïeux. Donc c'est ça qui crée le caractère attributif. Il ne faut pas voir ça comme étant un droit d'une personne qu'elle peut faire valoir en droit positif et qui va être reconnu. Alors, on pourrait dire, mais ça sert à quoi? On pourrait dire, pourquoi faire un tel décalage entre une théorie du droit qui ne correspond pas au droit dogmatique? Est-ce qu'il n'y a pas là-dedans une inutilité? Alors, là-dessus, il peut y avoir des interrogations, mais à nouveau, et même un tiers qui observerait une scène où des personnes s'échangent de l'argent peut considérer que
il y en a un qui a une obligation morale qui est effectuée ou une obligation juridique. Et les perceptions pourraient être différentes. Oui, merci. Merci beaucoup, c'est passionnant. Pietraszewski ressuscité. J'ai beaucoup de questions, mais je vais en tenir à une avec deux aspects. C'est sur Pietraszewski dans son temps, dans son conseil juridique, est-ce qu'il y a eu des controverses, des échanges, des débats, notamment avec les juristes germanophones. Voilà. Et puis, sur ensuite, qu'est-ce qu'il a laissé? Est-ce qu'il y a une postérité? Vous parliez tout à l'heure des réalistes scandinaves. Est-ce que les réalistes scandinaves l'érigent comme un précurseur ou pas? Voilà, c'est un peu questionnaire Alors, dans son temps et l'héritage de la postérité. Alors, ce sont des questions qui Questions. amènent à avoir une connaissance savante que peut-être je n'ai pas. En ce qui concerne le lien avec le réalisme scandinave, la personne qui est à peine, qui est presque son contemporain, en fait, qui est un peu plus âgé, c'est Agerström, effectivement a développé des choses qui sont proches. De ce que je sais, il n'y a pas eu de lien direct entre ces deux savants. En revanche, un des élèves de Agerström, Olive Krona, a écrit un peu méchamment et sans l'avoir lu Pietraszewski en 1942, des années où il était actif, mais pas simplement d'ailleurs en théorie du droit. Et je ferme ma parenthèse. Et donc, il y a bien sûr les ponts établis, sont souvent faits, mais n'ont pas été travaillés de manière très explicite. On voit souvent en passant, il y a beaucoup de liens entre ce type de réalisme-là et l'aspect psychosociologique de Pietraszewski. On le voit dans d'autres types de liens aussi, y compris, certains disent, mais pourquoi le courant sociologique du legal consciousness ne prend pas en compte aussi Pietraszewski comme une sorte de fondateur? Il y a d'autres courants aussi sur... bon, alors il y a des explications à cela, mais là, il y a quelque chose effectivement qui n'a pas... qui est une postérité qui n'a pas véritablement été creusée, qui paraît un peu décevante du côté, je dirais, du droit des auteurs anglo-américains, mis à part certains qui le remettent un peu au devant, comme Cottrell. Maintenant, la postérité, elle s'est faite surtout à l'égard de ces élèves, qui soient russophones ou de langue polonaise, et c'est vraiment au sein de ces auteurs-là qui ont beaucoup émigré aussi aux États-Unis en devenant des grands sociologues ou en s'intéressant soit à la branche sociologique, soit à la branche psychologique, qui ont creusé, je dirais, l'œuvre du maître, et c'est eux qui ont prolongé, Gurevitch étant un parmi eux. Alors chacun s'est approprié ou essayé de prolonger d'une certaine manière, mais ce sont des fils qu'on revoit en fait jusqu'à aujourd'hui. Et on trouve aussi certains avoir écrit en français de manière admirative. Donc j'ai amené ici, et je peux le faire circuler parce que ce n'est pas un article très facile à trouver. Le seul article, à mon avis, digne de ce nom en langue française de Georges Langros sur l'œuvre juridique et philosophique de Pietraszewski, qui a, à mon avis, assez bien décrit l'homme, le parcours, etc. Donc il y a vraiment, de manière récurrente, l'affirmation que c'est un génie, un grand esprit, qu'il y a beaucoup de points de départ. Il y a des choses sur l'éducation aussi qui sont, à mon avis, très très fortes. L'éducation juridique, en disant mais c'est essentiel l'éducation juridique. Les lois devraient faire œuvre aussi de pédagogie. Et c'est pas simplement dire quelles sont les devises de la République ou qu'est-ce que la laïcité qu'on devrait apprendre aux enfants. C'est aussi de savoir comment le droit fonctionne dans des contrats, dans la parole donnée, dans des choses aussi simples que des choses quotidiennes, et pas forcément je dirais des maximes ou un catéchisme étatique, j'allais dire, même s'il peut avoir ses vertus. Et donc il y a des pans entiers aussi qui sont à exploiter de ce point de vue. Moi je sais que les terrains qui m'intéressent le plus, il y a celui de l'éducation, qui est un terrain aussi important dans sa conception civilisatrice, je dois dire, ou de connaissance du droit.
pour pas qu'il y ait beaucoup d'idiots juridiques, entre guillemets peut-être, puis il y en ait un peu moins. Et d'autres aspects, c'est des aspects interdisciplinaires, notamment aujourd'hui, parce qu'il a travaillé ou essayé de refonder la psychologie d'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que les sciences cognitives, les neurosciences pourraient établir ou pas de la vérité, des conflits de conscience qu'on peut avoir, de manière, y compris psychologie sociale. D'ailleurs, il y a beaucoup d'avancées qui sont faites et qui peuvent peut-être recouper les intuitions qu'il a eues. Donc il y a vraiment beaucoup de pistes. Et c'est ça qui rend à la fois vertigineux et très stimulant la connaissance. Alors sur le premier point, bien sûr qu'il a eu des débats avec les auteurs allemands de son temps, des admirateurs aussi. Je crois que des gens le citent, des grands auteurs ici cités comme Stamler ou d'autres font référence à Petraszynski. Après, effectivement, ces théories, elles ont été, et là, bon, c'est Eduardo qui pourrait mieux en parler, de la manière dont, dans certaines années, ou dans les... Il y a plusieurs aires culturelles. Disons qu'il y a eu le virage aussi, l'après-17, où certains se sont dit « Ah, mes droits intuitifs, même si on n'a pas encore établi une législation pour, je dirais, la Russie soviétique, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer le droit de classe intuitif ?» Et certains s'y sont essayés pendant un certain temps. Ça a été un peu un fiasco, mais ils ont essayé de prendre appui dessus dans des situations concrètes. Et donc après, forcément, par rapport au marxisme, il a été vu comme quelqu'un de très idéaliste, dans lequel qui n'avait pas vraiment sa place, et donc il n'a pas eu de postérité particulière, même s'il y a des liens aussi qu'on retrouve chez d'autres auteurs marxistes, ou qui ont... Alors, apparemment, chez Pasoukanis aussi, il y a des liens, je ne suis pas allé voir de près, on pourrait tracer des ponts. Du côté de l'Allemagne, je pense qu'il y en a eu surtout dans une époque peut-être antérieure, ou je dirais avant bien sûr, dans les années 20, 30. Je ne saurais pas dire l'intensité des débats, où ils se sont surtout focalisés, puisque Petraszynski, comme Hagestrom, c'est quelqu'un qui tire à boulet rouge sur toutes les constructions fictives, et notamment celle de la volonté qui fait le droit. Donc là-dessus, c'est une cible... Et donc, il démonte fortement, comme d'autres l'ont fait, toutes ces sortes de mystifications. Maintenant, je ne saurais pas dire dans le détail, et Eduardo pourrait dire comment se sont joués ces débats, avec qui, dans quelles années.